Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo qui va présenter l'évolution de l'élection du président de la République dans l'histoire de la République, qui se veut une introduction à la prochaine vidéo qui se consacrera à l'élection du président de la République dans la Ve République. L'institution du président de la République est apparue dans la Constitution de 1848 et le premier président de la République fut Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Bonaparte. L'article 43 de cette Constitution prévoyait que le pouvoir exécutif est délégué à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République. Et comme l'article 18 prévoyait que tous les pouvoirs émanent du peuple, c'était bien au peuple qu'il revenait d'élire son président de la République. D'ailleurs, le 6 octobre 1848, Alphonse de Lamartine prononça un discours en faveur de l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Les articles 45 et 46 de la Constitution prévoyaient que le président de la République était élu pour un mandat de 4 ans et qu'il n'était rééligible qu'au bout de 4 ans après avoir quitté le pouvoir. Il était élu au scrutin secret et à la majorité absolue des votants par le suffrage direct des électeurs des départements français et de l'Algérie. Toutefois, si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour, ainsi que 2 millions des voix, l'Assemblée nationale élisait le président de la République à la majorité absolue et au scrutin secret parmi les 5 candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix. Cependant, il n'a pas été besoin de recourir à l'article 47 alinéa 2 de la Constitution, car dès le premier tour, Louis-Napoléon Bonaparte a été élu devant ses 5 concurrents, Eugène Cavaignac, Alexandre Ledru-Rollin, François-Vincent Raspail, Alphonse de Lamartine et Nicolas Champ-Garnier, avec 74,4% des suffrages exprimés. Seul président élu de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte le demeura dans la République décennale instituée par la Constitution du 14 janvier 1852 et qui ne fut qu'un régime de transition vers le Second Empire. Suite à la chute du Second Empire, un régime transitoire fut établi en France et une résolution adoptée le 17 février 1871 par l'Assemblée nationale nomma Adolphe Thiers chef du pouvoir exécutif en France. Et la loi Rivet, adoptée le 31 août 1871, lui décerna le titre de président de la République. Suite à la démission d'Adolphe Thiers le 24 mai 1873, le partisan de la monarchie Patrice de Mac-Mahon fut élu président de la République. Et suite à cela, le 20 novembre 1873, la loi sur le septennat fut adoptée afin de laisser une chance à la monarchie d'être restaurée. En effet, l'objectif pour les monarchistes était de se laisser du temps pour que le comte de Chambord, prétendant légitimiste au trône de France, décède avant la fin du septennat du président Patrice de Mac-Mahon. Cela s'explique par le fait que le comte de Chambord, qui s'était mis d'accord avec le prétendant orléaniste au trône de France à l'issue de l'entrevue de Frosdorf le 5 août 1873 pour monter sur le trône de France, avait manifesté son attachement au drapeau blanc dans un manifeste de 1871 et avait réitéré son intention dans une lettre de 1873. Cependant, suite à la victoire des Républicains aux élections législatives de 1876 et de 1877 provoquée par la dissolution de la Chambre des députés, le président Patrice de Mac-Mahon démissionna en janvier 1879 et ainsi la restauration de la monarchie a échoué. Selon la formule de Gambetta prononcée en 1877, le président de la République devait soit se soumettre, soit se démettre. Celui-ci s'est d'abord soumis à la Chambre, puis ensuite a démissionné. Maintenant que nous avons vu les origines du septennat, il convient de préciser que l'amendement Wallon, adopté en 1875 et devenu article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, a prévu l'élection au suffrage universel indirect du président de la République. Ainsi, selon cet article, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour 7 ans et il est rééligible. Il y a là une rupture avec le mode d'élection du président de la République sous la Deuxième République qui sera reprise dans la Constitution de 1946 car l'article 29 alinéa 1er prévoit les mêmes modalités. Il y a cependant une différence, si en 1875 le président de la République était rééligible, en 1946 il l'est une seule fois. Cette dépendance organique du président de la République vis-à-vis du pouvoir législatif montre bien la faiblesse de cette institution, et c'est cela que le général de Gaulle, dans son discours de Bayeux en date du 16 juin 1946, contesta fermement. Cette faiblesse institutionnelle, symbolisée par le mode d'élection du président de la République, est d'ailleurs bien réelle. Suite à l'émergence d'une coutume constitutionnelle en 1876, l'essentiel du pouvoir exécutif
est conférée au président du Conseil. Cela sera constitutionnalisé en 1946. Cela s'explique par le fait que le pouvoir étant lié à la responsabilité et le président de la République, de par sa fonction d'incarner la continuité de l'État, est irresponsable politiquement, l'article 3 de la loi du 25 février 1875 prévoyait que tous les actes du président de la République devaient être contresignés par les ministres qui, eux, étaient responsables devant la représentation nationale selon l'article 6 de la même loi. Ainsi, le fait que le président de la République devait voir ses actes contresignés par des ministres qu'il ne pouvait pas révoquer et qui étaient responsables politiquement devant une Assemblée nationale qu'il ne peut plus dissoudre depuis 1979 et ce qui s'appelle la Constitution Grévy, le pouvoir du président de la République s'est considérablement effacé au profit du président du Conseil. Et c'est en 1876 que pour la première fois un président du Conseil fut nommé en la personne de Jules Dufort, ce qui symbolise ce transfert du pouvoir exécutif de la personne du président de la République à celle du président du Conseil. À ce stade de la vidéo, il est nécessaire de faire un point terminologique sur la notion d'Assemblée nationale. Si, aujourd'hui, l'Assemblée nationale désigne la chambre basse du Parlement, à l'époque, sous la Troisième République, cette notion recouvrait la Chambre des députés ainsi que le Sénat. Si le Sénat, dès l'origine, ne pouvait pas être dissous par le président de la République, la Chambre des députés le pouvait jusqu'à la Constitution Grévy de 1879. Il convient de remarquer que dans ce processus d'affaiblissement du président de la République, son mode d'élection n'a pas joué un grand rôle. En effet, en 1876, l'affaiblissement de Patrice de MacMahon est davantage dû au fait qu'il devait composer avec une majorité à la Chambre des députés qui lui était hostile, ce qui a mené par conséquent à une application stricte de la Constitution, une application qui ne pouvait plus devenir souple à partir de 1879, dès lors que le pouvoir de dissolution a été perdu. Ainsi, si la dépendance organique du président de la République vis-à-vis du Parlement n'est pas le facteur principal de l'affaiblissement de cette institution, le renforcement de sa légitimité était nécessaire pour renforcer l'institution présidentielle. C'est ainsi que, en 1958 puis en 1962, ce sont d'autres choix qui ont été faits par les rédacteurs de la nouvelle Constitution pour renforcer le pouvoir du président de la République. Ce sont ces choix qui seront étudiés dans la prochaine vidéo relative aux institutions de la Ve République. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.